Et ceux qui ne respectent pas les règles de protocole sanitaire, ceux-là doivent être sanctionnés. C'est là toute la différence aujourd'hui. Et pour que les mesures soient comprises, qu'elles soient acceptées, qu'elles soient respectées, les mesures que prône l'État, il faut que les gens comprennent bien et justement adhèrent à la démarche. C'est ça l'enjeu. Encore une fois, c'est des gens responsables. Ils ne demandent pas à faire n'importe quoi. Ils sont conscients de leurs responsabilités. Ils veulent travailler. Et puis après, si à un moment donné, on le voit bien, il y a des mesures qui sont prises de fermeture, dans ces cas-là, l'État, mais quand je dis l'État, l'État c'est nous tous, l'État c'est nous tous, doit assumer et on doit prendre en charge 100% des pertes. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas et s'il disparaît, vous avez vu, il y a les patrons, c'est vrai, il y a aussi les employés et il y a tous les fournisseurs. Il y a tous ceux qui sont affectés par ça et si demain ils ferment, les entrepreneurs, eux, se retrouvent sans rien du tout, sans garantie et on ne va pas les laisser mourir. Les salariés vont se retrouver au chômage, il va falloir payer le chômage, donc c'est plus intéressant de conserver une activité plutôt que de la voir disparaître. Un nouveau ministre en visite dans la région. Ce vendredi, Olivier Dussopt, le ministre délégué en charge des comptes publics, était à Boulogne-sur-Mer pour rencontrer des pêcheurs à 2 mois du Brexit. Et le ministre aura pu constater que tout est loin d'être prêt côté français, alors que cette échéance approche. La faute notamment à un manque de consignes claires. Hier, quelques tensions se sont faites sentir lors d'échanges au poste d'inspection phytosanitaire qui devrait être normalement bientôt en service. Écoutez Frédéric Cuvillier au micro de Philippine Potencier. Mais il y a la nécessité absolue pour nous et pour nos administrations françaises d'être en situation, le 31 décembre, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage économique sur la première plateforme européenne des produits de la mer, sur le premier port de pêche de France. Il y a les 350 000, 400 000 tonnes qui sont traitées ici annuellement à Pécure, avec la logistique, avec toute la chaîne de la transformation, les emplois, les 5000 emplois qui sont concernés. Si nous n'avons pas un CIVEP qui fonctionne 24 heures sur 24 pour accueillir les camions quand ils arrivent, alors qu'on ne sait même pas comment la fluidité du trafic se réalisera, alors ça veut dire qu'on vient bloquer l'activité économique du poumon économique du Boulonnais. En football, l'USBCO s'est lourdement incliné face à 7-4-0 hier soir. Des Rouges et Noirs menés au bout de 2 minutes sur penalty, qui auraient pu revenir rapidement dans la partie, mais Junior Senneville a raté un autre penalty, cette fois pour les Boulonnais. Revenus des vestiaires avec de bonnes intentions, les Rouges et Noirs ont dominé la deuxième partie de rencontre, mais sont tombés face à des Sétois hyper réalistes qui ont conclu leurs 3 seules occasions de la deuxième mi-temps. Autre mauvaise nouvelle pour les nordistes, la sortie sur blessure d'Aoula Dian. Au classement, l'USBCO est 8e avec 10 points, à 4 points du leader Bastien, mais aussi à la même distance de la zone rouge. Lens accueille Saint-Etienne aujourd'hui à 17h pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Des Lensois surprenants qui comptent bien poursuivre leur très bon début de saison face à des Verts qui sont à égalité au classement avec les 100 et or. Jean Baumel, Rémi Dos Santos. 10 points, des succès acquis contre Paris et Bordeaux. Le début de saison lensois est en tout point formidable. Engagés dans la course au maintien, les 100 et or engrange pour le moment, au point de se retrouver 6e de L1 après 5 matchs. Mais n'allez pas leur parler de surprise. On confirme juste que dans le travail on est très bon, dans la cohésion on est très bon, dans la recherche d'efforts et dans l'effort en lui-même on est très bon, donc nous-mêmes dans l'équipe on n'est pas surpris là. Les derniers rendez-vous ont tout de même montré certaines limites. Lens a encaissé un but en fin de match contre Lorient, Bordeaux et Nîmes. Dans le Gard, ce but a coûté 2 points. Il reste donc des axes de travail pour Franck Hez qui voit venir Saint-Etienne à Bollaert. Des Verts également surprenants que l'entraîneur compare à son équipe. Il y a aussi beaucoup d'enthousiasme dans cette équipe, beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunesse. Mais en même temps, ils ont un certain joueur expérimenté, ce qui peut ressembler un peu aussi d'ailleurs à nous par certains côtés. C'est une équipe qui est aussi qui est bien partie dans son championnat. Lens aura évidemment à cœur d'enchaîner après ses 2 succès à domicile. En cas de victoire, la surprise n'en serait presque plus une. Le Racing aura surtout envie de perpétuer une habitude. En L1, la SSE n'a plus gagné à Bollaert depuis 1999. Depuis le déconfinement, la pratique du vélo a explosé. Dans la métropole lilloise, par exemple, on compte 26% de 2 roues en plus sur les routes. Alors forcément, les magasins de réparation de vélos voient leur délai d'attente exploser. Alors pour gagner du temps et de l'argent, beaucoup choisissent d'entretenir leur biclou eux-mêmes. Exemple, chez Les Mains dans le Guidon, un des seuls ateliers d'autoréparation de la métropole où se rendent près de 30 cyclistes chaque jour. Un reportage de Nourouladi. Pour la première fois, Loumir, étudiante lilloise, remplace elle-même sa roue qui lui a été volée. Et en 30 minutes, avec l'aide d'une amie, c'est mission accomplie. Je suis fière de moi.
Bah non, mais ça fait plaisir ils nous ont expliqué au début et puis après on a continué à 2 et on s'en est plutôt bien sortis, donc ça fait plaisir, ouais. Ici, ce sont les cyclistes qui mettent les mains dans le cambouis. À leur disposition, une multitude d'outils et surtout les précieux coups de pouce de l'équipe sur place. Venir dans ce genre d'établissement, ça permet vraiment d'avoir des conseils à chaque étape, de ne pas se sentir bloqué, et puis des conseils sur les pièces, et puis un certain confort de travail, puisque un pied pour soulever son vélo et travailler, on n'a pas ça chez nous, quoi. Et aux mains dans le guidon, pas de jour d'attente, on répare son vélo le jour même. Tous les magasins de réparation de vélo, il y a plus de 2-3 mois d'attente, donc il y en a plein qui passent le pas et qui se disent bon, la seule solution c'est de venir réparer mon vélo moi-même. Donc oui, il y a plein de débutants de plus en plus, mais ça fait toujours plaisir. Depuis le déconfinement, 2 nouveaux réparateurs assistants ont été recrutés. Pour le cofondateur de l'atelier, Grégoire Sénéclose, l'intérêt grandissant pour l'autoréparation accompagne l'essor de la pratique du vélo. Une des grandes satisfactions, une des grandes motivations du vélo, c'est cette espèce d'autonomie où on est indépendant, on pédale soi-même, on a besoin de personne pour avancer. Et donc très vite, quand on a du plaisir à faire du vélo, on va aussi découvrir le plaisir de le réparer soi-même pour être autonome sur toute la chaîne, quoi. Un plaisir aussi économique, pas de main d'œuvre à payer, seulement les pièces et l'accès à l'atelier, sans compter l'aide de 50 € du gouvernement. La météo avec Marie Morin et sa mousse au chocolat à l'ancienne. Marie Morin, des desserts comme à la maison. Le temps reste très perturbé encore aujourd'hui, comme d'ailleurs dans les prochains jours, avec cette dépression qui se décale quand même vers le sud, qui nous envoie toujours cette perturbation très active ce matin, avec des pluies quasiment partout, parfois d'ailleurs abondantes, mais progressivement la situation devrait se calmer cet après-midi, avec donc cette perturbation qui s'en va vers la Belgique et qui laisse la place à un ciel de traîne avec des éclaircies, des passages nuageux, quelques averses. Donc pour cet après-midi, un ciel plus serein, des températures de saison, 15 degrés en général. Et puis pour les prochains jours, ça reste perturbé quand même, avec le flux qui devrait s'orienter au secteur ouest, flux océanique qui nous vaudra donc de fréquentes précipitations. Alors demain, on aura à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Lundi, donc une vague pluvieuse traversera la région d'ouest en est. Mardi, on aura de nouveau un ciel de traîne avec quelques averses. Sans doute un temps plus sec pour mercredi. Ensuite, de nouveau, quelques averses. Et puis un temps plus sec pour la toute fin de semaine avec des températures qui restent constantes, autour des normales de saison, 14-15 degrés, voire légèrement inférieures. La météo avec Marie Morin et sa mousse au chocolat à l'ancienne. Marie Morin, des desserts comme à la maison. D'être si nombreux à nous regarder. Chaque jour, vous êtes 12 millions de téléspectateurs à découvrir le monde à travers nos chaînes. Oh la vache! Ah, ça vous embouche un coin. Merci. Merci de votre confiance. Mais pas seulement. Et merci de votre fidélité. Super! Merci d'être si nombreux à nous regarder chaque jour. Avec RMC Story et RMC Découverte, continuons à voir le monde autrement. BFM Story, chaque soir, 17h, les histoires de l'actualité. Allez, c'est parti pour BFM Story. On rembobine et on refait le film. Avec des invités, témoins et acteurs. Olivier Truchot vous raconte et décrypte les grands événements de la journée. Quelle histoire, ce couac? Les histoires, les stories du jour, les visages de l'actualité. Vous avez décidé de parler ce soir. C'est dans BFM Story, 17h-19h, sur BFM TV.
Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bienvenue dans votre magazine, votre santé, tous les jeudis soirs. Ce soir, on s'intéresse à l'épidémie de coronavirus. Roubaix déclenche son plan blanc face à la hausse des cas. Nous avons les tout derniers chiffres publiés aujourd'hui par l'ARS, l'Agence régionale de santé. On va faire le point, on va en parler avec notre invité. Ce soir, j'accueille le professeur Karine Faure. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service des maladies infectieuses au CHU de Lille. Et avec nous, en plateau, notre expert, comme tous les jeudis, Johan Roussel, préparateur physique Céliob Activité. Bonsoir. Bonsoir Julie, bonsoir professeur. Bonsoir. On commence, comme je vous l'ai dit, tout de suite avec les tout derniers chiffres du coronavirus dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les tout derniers chiffres publiés aujourd'hui par l'ARS, l'Agence régionale de santé. D'abord, dans le Nord, 65 personnes en réanimation. En plus, la semaine dernière, ce sont des chiffres qui datent de la semaine dernière, qui ont été comparés d'une semaine sur l'autre. 65 cas personnes en réanimation en plus de 5200 personnes testées positives au coronavirus. Ça, c'est pour le Nord. Dans le Pas-de-Calais, on en est la semaine dernière à 20 personnes placées en réanimation en plus par rapport à la semaine d'avant. 1500 personnes en plus positives au Covid-19. Des chiffres qui sont en très légère baisse la semaine dernière, mais des chiffres qui restent évidemment inquiétants. Il y a 3 jours, sur BFM TV, Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, tenait à nous mettre en garde. Écoutez. Plus le nombre des gens positifs augmente, plus le nombre d'entrées proportionnellement en réanimation augmentera. Sauf que tout ça se passe avec un décalage de 2 à 3 semaines. Dans le cadre de cette augmentation de fréquence, ce qu'on peut prévoir, c'est simplement ce qu'on appelle une courbe exponentielle, c'est une augmentation à 1 mois du nombre des entrées en réanimation qui va créer un énorme problème dans la mesure où il n'y a pas les structures, mais surtout ces lits sont déjà occupés par des gens qui sont malades. Donc il va y avoir des pertes de chance et de soins si on ne se prépare pas dès maintenant à casser cette dynamique. Karine Faure, le professeur Amouyel, parle à l'instant d'une courbe exponentielle, d'une explosion de cas. C'est ça qui est en train de se passer ? Alors effectivement, donc depuis plusieurs semaines, on observe une augmentation du nombre de cas. Il ne faut pas être faussement rassuré par la petite baisse qu'on peut voir par rapport à la semaine précédente, parce qu'il a tout dit dans son commentaire, il y a une inertie, et donc il faut plutôt analyser les chiffres sur 3 à 4 semaines pour vraiment voir quelle est la tendance. Et depuis plusieurs semaines, on a une tendance qui est à l'augmentation et à l'explosion du nombre de cas. Certes moins importante qu'au mois de mars et au mois d'avril, mais de façon très significative avec un impact sur le système hospitalier. Est-ce qu'on est dans ce qu'on a appelé cette deuxième vague de l'épidémie? On y est là? Alors, quelle que soit la façon de l'appeler, de toute façon, il y a une augmentation très significative du nombre de cas. Les mots font parfois peur, donc on n'ose pas les prononcer. Quoi qu'il en soit, avec le plan blanc, par exemple, à l'hôpital de Roubaix, je pense qu'on peut en tirer les conclusions chacun. Et ce qu'explique dans le son qu'on vient d'entendre le professeur Amouyel, c'est effectivement qu'il y a un décalage en fait entre les chiffres qu'on apprend aujourd'hui et la réalité. Est-ce que au CHU de Lille, on a dit que l'hôpital de Roubaix a déclenché son plan blanc aujourd'hui, est-ce qu'au CHU de Lille, on est prêt à le faire? C'est dans les tuyaux? Alors pour le moment au CHU de Lille, le plan blanc n'a pas été évoqué pour le moment. Le plan blanc, ça suscite pas mal de choses derrière, et notamment la mobilisation du personnel soignant, tout le personnel de santé. Et le fait de déclencher un plan blanc, ça permet de rappeler du personnel. Donc il y a plusieurs objectifs dans le plan blanc. Pour le moment au CHU de Lille, on n'est pas encore dans cette situation-là, mais on pourrait très bien l'être dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on appelle justement concrètement plan blanc? C'est-à-dire que l'hôpital se met clairement en état d'alerte? Alors l'hôpital est en état d'alerte. De toute façon, l'alerte n'a jamais été levée au CHU de Lille. Simplement, l'activité était plus calme cet été. C'est remonté tout doucement dès la fin du mois d'août. Et l'alerte ne fait que s'intensifier au fur et à mesure que les semaines passent et que le nombre de cas augmente.
Il faut évoquer les solutions pour tenter d'enrayer l'augmentation des cas. Je me tourne vers vous, Yohann Roussel, notre expert santé, préparateur physique. Il y a une mesure, vous, Yohann, qui vous touche directement. Effectivement, à l'heure actuelle, sur la métropole lilloise, les salles de sport sont fermées. Donc la pratique d'activité physique pour la santé, notamment, n'est pas accessible en salle, mais tout à fait faisable en extérieur. Donc le message, quelque part, c'est de continuer quand même à pratiquer en extérieur pour le moment, en attendant la réouverture des salles de sport. Mais ça suscite effectivement pas mal d'interrogations sur les mesures. Est-ce que ce fameux 4 mètres carrés pour les pratiquants, pour chaque pratiquant en salle de sport est suffisant? C'était une de mes premières questions. Alors, il y a des recommandations. Donc je pense que les recommandations sont faites par des gens qui se basent sur des résultats scientifiques. Ce sont des experts. Et donc il faut respecter ces recommandations. Peut-être que la problématique est, est-ce qu'elles sont tout le temps respectées? Parce que les mesures barrières, elles sont efficaces si elles sont pleinement respectées et tout le temps. Donc il y a les fameux 4 mètres carrés. Et puis il y a le moment où on pratique le sport. Et une fois qu'on a fini cette activité de pratique de sport, il y a aussi tous les autres moments de convivialité qu'on peut avoir juste avant ou juste après, qui sont aussi des moments à risque. Est-ce qu'il y a un risque, justement, clairement, à faire du sport en portant un masque? Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre. Il n'y a pas de risque à faire du sport et avec le confinement, on l'a bien vu, le maintien d'une activité sportive est quelque chose d'essentiel parce qu'on voit des personnes qui n'ont eu aucune activité physique et qui en ressentent maintenant le retentissement. Après, faire du sport avec un masque, je ne suis pas forcément l'experte pour répondre à cette question, mais on peut imaginer que le masque puisse entraver effectivement la respiration. Donc ça dépend un petit peu de l'activité sportive, de la condition physique aussi de la personne qui va pratiquer ce sport. On va avoir besoin effectivement de réoxygéner en fait l'organisme et pour pouvoir fonctionner, nos muscles ont besoin d'oxygène et avec le masque, effectivement, ça va venir obstruer ces voies et donc c'est compliqué de pratiquer avec un masque à l'heure actuelle. Les bars sont fermés, les salles de sport aussi, on vient de le dire, pas les restaurants. Dans les salles de cinéma, le masque n'est pas forcément obligatoire pendant le film. Un tiers des clusters se trouvent dans les universités. Voilà quelques chiffres, quelques données de ces derniers jours, notamment dans la métropole lilloise, sur notre littoral aussi. Est-ce que vous estimez, Karine Faure, qu'on en fait assez, que les mesures sont suffisantes aujourd'hui dans le Nord et le Pas-de-Calais? Alors, je pense qu'il faut revenir avec un petit peu de rationnel aux mesures qui sont recommandées. Donc, on discute de on met le masque, on met pas le masque. Il y a des endroits où on le met, d'autres où on le met pas. Il y a aussi la notion de distance qui est importante. Donc le masque, effectivement, ça fait partie des mesures barrières, mais pas que celle-là. Il y a aussi la notion de distance. Donc tout ça est à intégrer dans les différents dispositifs, que ce soit les restaurants, les cinémas, les bars, ou toute autre activité d'ailleurs de convivialité. Parce que finalement, on voit bien que c'est surtout les moments de vie sociale et de convivialité qui sont plus des moments à risque, parce que c'est contraignant, parce qu'il y a des mesures barrières, et parce que ça fait pas partie de nos habitudes. On va parler maintenant de cette molécule, cet espoir. C'était lundi matin le directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille qui a annoncé que son équipe a découvert une molécule qui semble être efficace contre le coronavirus. Karine Faure, est-ce que vous êtes en contact avec ces équipes de l'Institut Pasteur? Alors oui, on est en contact avec les équipes de l'Institut Pasteur et d'ailleurs certains des médecins et des universitaires du CHU Lille font partie des équipes à l'Institut Pasteur, des équipes de recherche. Et effectivement, dans le cadre de cette recherche-là, on a été approché par l'Institut Pasteur de Lille pour présentation de leurs résultats, qui pour le moment sont quand même préliminaires. C'est des résultats in vitro, voilà, sur cellules. Il n'y a pas encore de résultats sur des expérimentations animales si elles étaient nécessaires, et encore moins chez l'homme. Néanmoins, tout ça, ça se prépare en amont, et donc ils nous ont approchés pour essayer de définir quel serait l'essai clinique thérapeutique qu'il faudrait monter pour aller plus avant et proposer un essai pour voir si on a des résultats sur le traitement. Donc ça signifie pas de vaccin pour l'immédiat, pour bientôt? Alors, il y a deux choses. Il y a chercher des molécules antivirales efficaces et puis chercher des vaccins. C'est deux axes de recherche différents. Donc, il y a des vaccins qui sont en cours d'évaluation d'ailleurs. Et puis, il y a toujours la recherche vers une molécule antivirale potentielle dont l'équipe de Benoît Després fait partie. Merci pour cet éclairage complet, Karine Faure. Vous restez avec nous, Yohann Roussel aussi. Les téléspectateurs de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral ont 2-3 questions à vous poser.
Une question de Myriam pour commencer. Myriam qui nous demande ce soir, est-ce qu'il est important, on a entendu ça dans les différents médias, cet appel cette année à se faire vacciner contre la grippe? Oui, non, pourquoi évidemment? Alors, la vaccination contre la grippe, il y a des personnes qui ont des facteurs de risque de grippe grave. Donc déjà, avec ou sans coronavirus, ces personnes-là sont appelées à se faire vacciner pour éviter une grippe grave. Les personnels de santé aussi sont invités à se faire vacciner. Et ça, c'était déjà avant le coronavirus. Cette année, il sera encore plus important de se faire vacciner, même si de base, c'est déjà très important. Parce que ça va éviter une maladie virale supplémentaire, parce que les signes, finalement, sont très proches aussi. Et puis, ça va peut-être limiter l'engorgement des systèmes de santé, notamment des hôpitaux, si on peut diminuer le nombre de grippes graves. On a une question maintenant de Laurie. Laurie qui nous pose un cas pratique et qui nous dit « Mon mari est positif au coronavirus. Moi, j'ai fait un test au bout de 3 jours. Je suis négative. Est-ce que ça veut dire que je suis à l'abri de toute contamination ?» Alors non, elle n'est pas à l'abri de toute contamination parce que tant que son mari, c'est son mari qui était malade, tant que son mari est malade, il est contagieux. Et ça pendant plusieurs jours, estimé une période de 7 jours à peu près. Donc tant qu'il est malade, il est contagieux et tant qu'elle est à son contact, elle peut être contaminée. Merci beaucoup Karine Faure, professeure responsable du service des maladies infectieuses au CHU de Lille. Merci d'avoir accepté ce soir l'invitation de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Johan Roussel, merci aussi. Merci Julie. À la semaine prochaine. Vous êtes notre expert, vous êtes préparateur physique. Céliobe Activité. Merci. On se retrouve, nous, dès demain pour notre autre magazine. Le magazine du vendredi, c'est Top Sortie. Et on recevra demain le directeur général du Colisée de Roubaix, Bertrand Millet. Grand document présenté par Samira Ibrahim ce soir à 21h05 sur RMC Story. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22h max. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Ensemble, évidemment, jusqu'à minuit avec toute l'équipe. Pour prolonger une journée d'infos avec les invités qui ont fait l'événement. L'actu, c'est dense, c'est chargé. Une première réaction, elle est en direct avec nous. C'est un procès aussi pour la liberté. Nos reportages. Avec un témoignage ce soir. Une soirée news et décontractée. Docteur, merci beaucoup pour votre patience. Je ne me suis pas évanouie, c'est déjà un petit miracle. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV.